Bonjour à tous. Donc on va commencer la session qui va vous parler aujourd'hui de la cybersécurité des objets connectés et plus particulièrement vous guider sur les exigences que vous devez implémenter sur vos produits et également quelle peut être la meilleure certification pour faire reconnaître votre niveau de sécurité vis-à-vis de vos clients afin de bénéficier du niveau de sécurité que vous allez implémenter sur vos produits. Donc je me présente, je suis Jérôme Hamel, je travaille chez Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de 80 000 personnes dans le monde qui fait du test, de l'audit et de l'inspection. Et le LCIE, qui fait cette présentation aujourd'hui, fait partie de la business unit Consumer Product Services qui se concentre en fait sur les produits, sur les objets et sur la certification des objets. Et en France, en fait, le LCIE est donc leader sur le marché français de la certification. Et en ce qui me concerne, je suis chargé de faire le développement des nouveaux services en cybersécurité et notamment tous les aspects de certification. Donc ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le premier point, c'est pourquoi est-ce que c'est important de considérer la cybersécurité sur les objets, quels sont les enjeux, le fait de ne pas le considérer, qu'est-ce que ça veut dire, et après, un peu plus concrètement, rentrer dans les détails, c'est-à-dire essayer de définir quelles sont les menaces et les risques qui sont associés aux objets connectés, et quel type de mesures on peut implémenter afin de contrer ces menaces. Et ensuite, quand on avance dans la phase de développement, dans le cycle de développement du produit, qu'est-ce qui va être applicable en termes de régulation, quel type de standard on peut suivre en fonction des marchés qu'on adresse, et au final, quel est le niveau de sécurité que je dois choisir pour mon device et quelle certification, comment le vérifier. Et avec à la fin un petit résumé. Donc la première partie, pourquoi il faut prendre en compte la cybersécurité. Donc dans l'IoT, là c'est un schéma assez simple qui vous montre tous les éléments qu'on retrouve dans un système IoT. Donc vous avez votre objet qui est sur la gauche, vous avez l'infrastructure réseau qui va permettre de faire passer les données qui sont collectées par votre objet vers le service cloud. Et vous avez également, en général, une application qui permet de configurer vos objets et ou de récupérer les données qui sont stockées dans le cloud, de les présenter d'une certaine façon, de récupérer des analyses sur les données, etc. Donc ça, c'est un schéma assez générique. Et si on se concentre sur l'objet, il y a essentiellement 3 surfaces d'attaque. C'est ce qu'on appelle en cybersécurité, c'est la façon dont on peut attaquer un objet. Il y a l'interface locale, ça c'est quand l'attaquant peut avoir en main le device. Donc par exemple, si le device est dans un environnement qui est protégé par des passes, donc ça ne sera pas possible, l'attaquant ne pourra pas avoir directement accès à l'objet. Mais en revanche, dans d'autres cas, c'est possible. Après, il y a l'interface distance via les interfaces de communication, donc comme le Wi-Fi, le Zigbee, le Bluetooth, l'Ethernet. Et la dernière interface, c'est via les applications qui accèdent à l'objet distant. Donc en général, quand on veut vérifier la cybersécurité sur un objet, on doit prendre en compte ces 3 surfaces d'attaque. Et ce qui est important, c'est que même si aujourd'hui, il n'y a pas de choses précises au niveau légal et régulation, il y a déjà des choses qui impliquent la responsabilité du manufactureur vis-à-vis de la sécurité. C'est qu'il doit s'assurer qu'il a implémenté ce qu'on appelle l'état de l'art en termes de cybersécurité pour éviter que quelqu'un puisse utiliser son objet pour attaquer une autre partie du système. Et en général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'objet en lui-même, les assets qui sont sur l'objet ne sont pas nécessairement critiques, mais en revanche, c'est une surface d'attaque, notamment pour attaquer les bases de données qui, elles, éventuellement contiennent des choses qui sont beaucoup plus critiques.
Et en général, ce qu'on dit dans un système, c'est que la cybersécurité a le niveau qui a est aussi forte que son lien le plus faible. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un objet qui est faible en sécurité, votre système, globalement, il sera vulnérable à cause de cet objet. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut protéger. Et alors, à une époque, la cybersécurité, c'était vraiment pour les serveurs, pour l'IT. Mais justement, le fait qu'on puisse attaquer via des objets, c'est de plus en plus réel. Et il y a un chiffre, en fait, il a déjà été présenté tout à l'heure par la personne d'IBM. Là, sur 1 an et demi, la multiplication des attaques sur les objets connectés, donc à travers les objets connectés, c'est-à-dire pas directement sur les serveurs, etc., elle a été multipliée par 9 en 18 mois. Donc c'est vraiment une réalité et c'est un phénomène qu'on peut voir depuis à peu près 2 ans maintenant, qu'il y a une accélération des attaques via les objets connectés. Donc c'est plus simplement dans le futur qu'il faut y prêter attention, c'est vraiment maintenant. Un autre point qui est important, notamment dans le monde du consommateur, c'est qu'il y a des études qui ont montré que une des raisons pour lesquelles l'IoT décollait si lentement, notamment côté consumer, c'est parce qu'il y a un problème de confiance vis-à-vis de la sécurité des objets connectés. Et là, il y a une étude qui montre que, après le prix, le principal point bloquant pour un acheteur d'objets connectés, c'est vraiment la cybersécurité. Donc là, je vous ai mis tout un tas de figures, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le consommateur lui-même, ce qu'il attend, c'est pouvoir être assuré sur le niveau de sécurité qu'il y a dans l'objet. Donc c'est à la fois que vous l'ayez implémenté et à la fois qu'il y a un label qui vous permette de faire connaître au consommateur, un label qu'il puisse comprendre également, afin qu'il puisse être assuré sur la cybersécurité de l'objet. Et ce qui est le dernier point sur le pourquoi, c'est également que pour pouvoir à la fin avoir un objet qui implémente de la sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait post-développement. Si vous voulez un label après avoir fait votre développement, vous êtes à peu près sûr que vous ne l'aurez pas. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la security by design, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la sécurité dès le début, étudier les risques associés à l'objet, décider des mesures qu'on va prendre et donc faire ce qu'on appelle la security by design. Et donc globalement, si vous voulez un objet sécurisé dans 1 an, ben, vous êtes obligé de le prendre en compte dès maintenant. Donc c'est pour ça que quelque part, ça devient urgent de vraiment considérer dans le design, dès le début de vos objets, la sécurité. Donc après, un peu plus concrètement, quand on parle de cybersécurité sur un objet connecté, alors on a parlé des surfaces d'attaque, donc là c'est un petit peu plus qu'est-ce qui compose un objet. Donc en général c'est un élément physique avec un ou plusieurs systèmes on chip. Il y a de la mémoire, des microprocesseurs, des entrées-sorties, un bus interne pour la communication, un OS, une mémoire avec des fichiers et également des modules de communication qui permettent d'envoyer les données à l'extérieur et également de communiquer vers l'extérieur. Donc la surface d'attaque, il y en a, pour faire simple, en fait, il y a 2 types d'attaques. Il y a les attaques locales qui présupposent que vous avez l'objet entre les mains. Et là, ce qu'on peut faire, on peut faire différentes choses, mais on peut extraire différents composants du produit et après faire du reverse engineering sur le produit, extraire le firmware et récupérer des données qu'il y a dessus. On peut également se connecter en tant qu'administrateur, faire des actions sur le device, accéder aux interfaces de debug physique. Donc tout ça, c'est des attaques qu'on appelle locales et qui permettent donc de récupérer des données, de modifier l'objet. Et après, quand on n'a pas accès directement à l'objet, il y a ce qu'on appelle les attaques distantes. Et là, ça se fait forcément à travers les canaux de communication. Donc le type d'attaque qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle man in the middle. C'est donc entre le serveur et votre objet, par exemple, on va avoir un intermédiaire qui va récupérer les communications et répondre à la place de l'objet vers le serveur et inversement. C'est-à-dire quand l'objet va communiquer avec le serveur, ça va être intercepté et la réponse va être altérée vers le serveur.
Et privilège escalation, à ce moment-là, c'est qu'on essaiera de récupérer des mots de passe et de se connecter à distance et de faire des actions de type administrateur. Et les telnet connexions, ça c'est un protocole qui permet de prendre la main à distance sur un objet. Donc, comment se protéger de ces types d'attaques? En fait, là aussi, tout ça, c'est assez schématique, mais ça vous permet quand même de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut sécuriser sur un objet d'une façon assez générale. Donc, la première chose qui peut être faite, c'est altérer le firmware, donc ce qu'on appelle l'intégrité. Pour se protéger de ça, en fait, il faut être capable de faire des updates, des patchs à distance qui soient sécurisés. Donc là, c'est ce qu'on appelle la signature de software. Ça se fait avec des clés et des hashes. Il y a ce qu'on appelle le secure boot, c'est-à-dire au démarrage, s'assurer que votre device va démarrer avec le bon firmware et dans un environnement sécurisé. Donc ça, c'est des choses qu'on doit implémenter sur un device. Enfin, pas forcément tout, mais c'est un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Après, il y a tout ce qui concerne les authentifications. Donc là, c'est tout ce qu'on gère avec les passwords. Le fait d'avoir des bonnes pratiques pour la gestion des passwords et du setup des sessions. Donc typiquement, vous avez des protocoles qui par défaut sont un petit peu faibles, comme le Zigbee ou le Bluetooth. Et selon votre implémentation, si vous n'avez pas les bonnes pratiques, vous serez vulnérable à un certain nombre d'attaques qui sont connues. Donc il faut également, c'est pas simplement implémenter un password ou une session, mais être capable de le faire de la bonne façon pour ne pas être vulnérable. Après, vous avez tout ce qui est le chiffrement des communications. Donc ça, c'est vraiment nécessaire dès que vous avez des données qui sont un petit peu sensibles. Et notamment, c'est-à-dire que vous protégez les données personnelles, les passwords, ou tout ce qui est critique pour votre solution. Après, l'autre type de vulnérabilité que vous pouvez avoir, c'est le fait qu'on puisse récupérer et lire une mémoire sur un objet. Donc là, la façon de se protéger de ça, c'est de chiffrer les données at rest, c'est-à-dire quand le device est au repos. Et en fait, en général, ce qu'on chiffre, c'est une fois encore les données qui sont vraiment critiques. Donc ce n'est pas l'ensemble de la mémoire, mais c'est les clés, les données personnelles, les données de configuration, les passwords, etc. Et la dernière chose qu'on retrouve aussi sur la plupart des devices, c'est de minimiser ce qu'on appelle les surfaces d'attaque. Donc là, il y a 2 exemples, mais il peut y en avoir plus. Il y a les ports de debug qui sont utilisés pour mettre au point le device. Une fois que votre device passe sur le marché, il faut bien s'assurer que ces ports-là ne sont pas accessibles à tout le monde, qu'ils sont bien protégés par un mot de passe. Et la même chose pour le TCP/IP Telnet. Ça, en général, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile pour votre produit. Et l'idée, en fait, c'est de fermer toutes les surfaces d'attaque qui ne sont pas foncièrement nécessaires pour le fonctionnement de votre produit, pour éviter qu'il puisse être utilisé par un attaquant. Donc ça, c'est un peu les mesures génériques à prendre en compte pour les objets connectés. Et après, là, je vais vous parler maintenant de la partie standard et régulation. Donc tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'était générique. Et depuis quelque temps, en fait, pour les objets connectés, donc suite aux attaques qui ont eu lieu et au fait qu'il y ait une multiplication du nombre d'objets connectés, il y a un certain nombre d'organisations qui se sont penchées sur le sujet et qui ont sorti des régulations. Et la première chose que je vous ai expliqué, c'est quand on vérifie la sécurité sur un device, il y a traditionnellement 2 types de vérifications qui sont possibles. La plus ancienne, c'est ce qu'on appelle la résistance aux attaques ou les tests de pénétration. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, notamment sur les gateways, sur les serveurs, donc sur tout ce qui est l'IT. Donc l'idée, en fait, c'est de payer une société qui va se mettre à la place d'un attaquant, donc et qui va essayer de pénétrer votre produit, de le rendre vulnérable, et à la fin, il vous donnera un rapport en vous expliquant tous les problèmes qui existent sur votre produit et éventuellement ce que vous devez fixer pour le rendre plus sécurisé.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les schémas de certification, y compris les schémas de certification de haut niveau comme les critères communs. Et il y a l'autre approche qui, là, est plus une vérification des fonctions de sécurité que vous avez implémentées sur votre device. Donc en général, vous allez étudier les risques qui sont associés à votre device, vous allez décider quel type de fonction de sécurité vous allez implémenter par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, quel type de standard vous suivez. Donc vous avez finalement une liste de fonctions de sécurité, c'est comme d'autres features de votre produit, et la conformité va consister à vérifier que vous avez bien implémenté la sécurité telle que définie pour votre produit. Donc là, ça peut se faire de plusieurs façons. Il y a de la revue de documents, il y a de l'inspection de code, il y a des audits, il y a des tests fonctionnels. Donc c'est vraiment les deux familles en fait, d'évaluation qui existent. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que la plupart du temps, les schémas de certification existants mixent un petit peu les deux façons de faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus concentrés sur la résistance aux attaques et d'autres sur la conformité, mais souvent, ils font un petit peu des deux. Mais c'est bien important de comprendre la différence, puisque maintenant, la plupart quand même, des schémas de certification se concentrent sur la conformité. Et c'est également ce qui est demandé par la Commission européenne à travers l'ENISA. Donc, un autre concept de vérification qui est important de comprendre, c'est ce qu'on appelle black box, grey box et white box. Quand vous vérifiez un device, vous vous mettez à la place de l'attaquant. Donc, si vous n'avez pas plus d'informations que n'importe quel attaquant, c'est ce qu'on appelle le black box. C'est-à-dire, vous recevez l'objet, vous avez l'objet lui-même, vous avez le manuel utilisateur, tout ce qui est disponible sur Internet, tout ce qui est public, et vous essayez de tester le device ou de faire des tests de pénétration avec, mais vous n'avez pas plus d'informations. Et après, quand vous voulez aller plus loin, notamment dans le niveau de sécurité, le fabricant va vous donner des informations supplémentaires qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'évaluation. Donc du coup, c'est quelque chose qu'un vrai attaquant devrait récupérer par lui-même, mais ça permet d'aller plus loin et plus vite dans l'évaluation. Donc là, on a la notion de grey box et white box. Et quand on est en white box, ça veut dire que le fabricant donne toutes les informations. C'est-à-dire qu'il y a souvent des contrats de confidentialité qui sont signés avec le fabricant. Ça va plus loin qu'un NDA. Et donc, à ce niveau-là, vous aurez accès aux documents de design, aux outils qui sont utilisés par le fabricant pour les outils de développement, le source code. Vous aurez accès à tout pour aller le plus loin possible dans l'évaluation. Et donc, typiquement, plus on monte en niveau d'évaluation, plus on passe en white box. Donc, typiquement, les critères communs, c'est une évaluation qui est totalement white box, qui est le plus haut niveau qui existe aujourd'hui. Donc là, c'est un autre concept qui est important, c'est ce qu'on appelle le Cyber Security Act. C'est quelque chose qui a été défini il y a 2 ans maintenant par la Commission européenne. Ils ont défini 3 niveaux de sécurité, basique, substantiel et high. Donc traditionnellement, le high existe depuis longtemps. Et c'était notamment pour gérer tout ce qui est infrastructure critique, le bancaire, et tout ce type de choses. Et en fait, plus vous implémentez un niveau de sécurité fort, plus vous vous protégez par rapport à un attaquant qui a des moyens à la fois d'expertise et des moyens en termes de budget, de type d'équipement qu'ils vont utiliser pour vous attaquer et même de temps. Donc en fait, pour le niveau basique, le minimal qu'on va attendre d'un objet connecté, c'est pour une violation non intentionnelle qui pourrait provoquer un problème. Et on va monter comme ça vers le niveau plus haut d'attaquant. Et donc, il y a 3 niveaux qui ont été définis, basique, substantiel et high. Et l'idée, c'est que d'ici 1 an, en fait, les schémas de certification qui sont en train d'être écrits sont revus par l'ENISA, qui est l'organisme
qui s'occupe de ça au niveau de la communauté européenne pour décider que tel ou tel certification scheme peut être applicable pour un niveau basique, substantiel ou high. Donc le positionnement de Bureau Veritas aujourd'hui, c'est ces certifications qui existent depuis longtemps, avec notamment qui sont contrôlées par l'ANSSI en France. Donc les critères communs LCSPN, ça en fait, c'est pas notre positionnement parce qu'il y a déjà des sociétés qui font ça. Mais en revanche, sur le basique et substantiel, il n'y avait pas de solution pour pouvoir évaluer les devices. Et donc, nous, on ne se positionne plus sur cette partie-là. D'autre part, depuis, il y a un certain nombre de standards et certifications qui ont été définis, sur lesquels je vais revenir, et qui sont listés ici, et qui permettent, en fait, à un manufactureur d'avoir un certain nombre de standards et de schémas de certification qui correspondent à son besoin. Là, je voulais vous parler aussi un petit peu de ce qui existe en termes de régulation. Il existe déjà des régulations dans certains pays sur la cybersécurité. Donc, vous connaissez le GDPR qui est obligatoire déjà ici. Mais il y a aussi des obligations en termes de cybersécurité. La RED est en train d'implémenter des directives liées à la cybersécurité qui seront applicables d'ici fin 2020. Il y a des régulations déjà applicables dans certains États des États-Unis. Il y a quelque chose qui s'appelle le NCS UK Code of Conduct qui est mandatory depuis le début de cette année. Et il y a des choses également applicables dans d'autres pays comme la Finlande, Singapour et le Japon. Et donc, si on fait un petit peu le dénominateur commun de ce qui est demandé par ces régulations, il y a 4 éléments qui ressortent. La première, c'est d'avoir une configuration qui soit sécurisée au démarrage, c'est-à-dire que quand vous allez vendre un objet et qui va être sorti de la boîte, la configuration par défaut doit être sécurisée. Et l'exemple typique, c'est qu'il y a un mot de passe en général par défaut, et la première chose qui doit être demandée, c'est de changer le mot de passe. Quand il y a un setup particulier qui nécessite, par exemple, un accès au serveur, il doit être configuré pour que l'accès au serveur soit sécurisé. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre, entre guillemets, et c'est vraiment demandé. Ce qui est très important aussi, c'est la gestion des vulnérabilités. C'est-à-dire que vous devez, d'une part, suivre les vulnérabilités qui s'appliquent à votre produit, soit celles que vous avez vous-même qui vous sont reportées par vos clients ou par les utilisateurs, soit celles qui sont liées au code qui sont utilisés par votre produit. Si vous utilisez un OS ou un modem, vous devez être capable de suivre les vulnérabilités qui sont éditées, publiées par vos fournisseurs, et vous devez être capable de fournir des mises à jour par rapport à ces vulnérabilités. Alors, ce n'est pas forcément à faire à distance, over the air, mais vous devez avoir un moyen qui permet à l'utilisateur de mettre à jour son objet par rapport à des vulnérabilités qui ont été publiées. Donc, et voilà, ça c'est les 2 choses qui permettent de gérer les vulnérabilités. Et le dernier point qui est déjà pris en compte dans le GDPR, c'est le management des données privées. Donc ça, quelque part, c'est le minimum du minimum. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que d'ici fin d'année, il faut avoir dans le design de vos objets pris en compte ces 4 points-là. C'est vraiment ce qui sera à peu près sûr obligatoire et qui l'est déjà dans certains pays. Donc après, en fait, on va regarder certains standards. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, il y a des standards. Ce standard ETSI, il est sorti cette année, mais il y avait déjà une version l'année dernière qui s'appelle le N303645. En fait, il a mis en évidence un certain nombre d'exigences dont certaines sont obligatoires et d'autres sont recommandées.
Et donc je ne vais pas les détailler, mais vous allez voir que c'est un peu les mêmes exigences dans tous les types de standards. Et d'autre part, ce standard est également la base qui est utilisée pour la régulation. Donc là, je vous ai mis les différents éléments qui montrent que ça va être utilisé ou que c'est déjà utilisé dans certaines régulations. Mais le message, vraiment, c'est qu'en Europe, mais même plus qu'en Europe, pour l'IoT consumer, s'il y a un standard à regarder, c'est vraiment celui-là, parce qu'il est déjà pris en compte pour les UK, il va être pris en compte pour la RED, il a été pris en compte pour la Finlande, et il a été pris en compte pour Singapour. Donc ce standard est vraiment très important dans le monde du consumer. Il y a un autre standard qui, lui, est plus applicable aux États-Unis pour ceux qui veulent accéder à un opérateur américain cellulaire. Et en fait, donc là, ce sont les mêmes requirements, à peu de choses près que ceux qui sont dans l'ETSI, sauf qu'ils sont classés différemment. Donc il y a 3 niveaux qui ont été définis. Donc typiquement, si jamais vous avez un produit que vous voulez lancer aux États-Unis, c'est peut-être ce standard-là qui vous sera demandé. Mais derrière, c'est les mêmes exigences que vous allez retrouver. Il y a un troisième standard certification dont je voulais vous parler, c'est l'IOXT. Donc ça vient aussi des États-Unis, mais en fait on retrouve des grands noms de la distribution. Il y a Amazon, il y a Google, il y a vraiment beaucoup d'acteurs que vous allez reconnaître. Et donc ils ont défini également un schéma de certification qui est également basé sur les mêmes types de recommandations. Toujours les passwords, des interfaces sécurisées, de la cryptographie, sécurisée par défaut au démarrage, d'avoir des software updates qui sont signés, donc c'est là quand vous délivrez une mise à jour, de gérer les vulnérabilités, d'être capable de recevoir les vulnérabilités de vos clients ou de n'importe qui, et d'avoir des mises à jour automatiques. Bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, c'est vraiment toujours les mêmes choses qui sont demandées dans les différents standards. Donc, l'état de l'art lui-même, en fait, est assez clair, je dirais. Et enfin, on a un dernier standard qui est celui qu'on a mis en place nous-mêmes, qui s'appelle le référentiel Bureau Veritas IoT. Et on a repris toujours un peu les mêmes requirements. Et on a classé ça en 3 classes, avec ce qu'on considère être le minimum. Donc ça contient notamment ce que je vous ai montré tout à l'heure, le minimum pour la régulation. Et après, des choses qui sont un peu plus complexes en fonction du niveau de sécurité que vous voulez fournir pour votre objet, lié au risque associé à votre objet. Et donc, globalement, l'évaluation de ces exigences-là se font en 5 jours, classe 1 plus classe 2 en 10 jours, et classe 1, classe 2, classe 3 en 15 jours. Donc l'objectif aussi, c'est d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop cher à vérifier. Moi, j'ai déjà fini. Donc le message en fait que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que au niveau des exigences de cybersécurité, même si les choses ne sont pas formalisées, ne sont pas obligatoires, il y a quand même une attente à la fois des consommateurs et des régulateurs par rapport à ce que doit être la sécurité sur les objets connectés. Il y a quelque part un minimum qui est défini, au moins implicitement, et qui est applicable dans certaines régions. Et il y a également un état de l'art qui est existant, qui a été formalisé dans certains standards, dans certaines certifications, qui commence à être demandé pour certains marchés. Mais ça reste un petit peu fragmenté, mais derrière cette fragmentation, techniquement, c'est la même chose qui est demandée. Et donc, il y a quelque part une notion d'exigence un peu universelle à implémenter sur les objets. Et sur ces différents certifications ou standards, souvent en cybersécurité, l'implémentation
des mesures est liée au risque associé, mais afin de simplifier cette approche qui est quand même assez complexe, une étude des risques d'assets, etc., ce n'est pas toujours faisable, notamment pour des PME ou des startups qui fournissent des objets. Donc, ceux qui ont défini ces différents standards, incluant le standard BV, en fait, ont simplifié cette notion de risque avec des profils ou des classes. C'est-à-dire que, au lieu de faire une étude de risque, vous allez juste vous poser quelques questions sur votre device, sur son environnement, et vous allez définir quelle classe, quel profil est applicable à votre device, et vous aurez directement une liste d'exigences applicables. Donc, notre schéma d'évaluation, qui est représenté ici, couvre 5 niveaux. Donc, il y a quelque chose qu'on ne détaille pas aujourd'hui, mais ça, c'est un niveau minimal pour les objets connectés qui est très important, qu'on appelle PSCAN. C'est les vulnérabilités, les attaques qui peuvent être opérées à distance. C'est-à-dire qu'au minimum, si on n'est pas capable de vérifier toutes les attaques, notamment les attaques locales, il faut qu'on puisse garantir que l'objet ne puisse pas être attaqué à distance. Donc, ce service qui est le service minimum, c'est une évaluation des vulnérabilités pour les attaques à distance. Donc, à travers les interfaces Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi ou TCP/IP. Et après, il y a les 3 niveaux qui sont liés aux exigences que vous avez implémentées. Et on a un niveau supplémentaire qui est qu'on appelle Eurosmart. Donc, c'est un autre organisme de certification qui permet encore de vérifier des exigences supplémentaires. Donc, notamment pour le IoT Consumer, vous avez ici, quelque part, plusieurs niveaux qui vous permettent de décider ce que vous voulez implémenter sur votre device et qu'est-ce que vous voulez avoir comme label à la fin, une fois qu'on a évalué quel certificat vous pouvez obtenir et faire connaître à vos clients. Donc typiquement lié au fait que les clients étaient inquiets et demandaient de la visibilité sur le niveau de sécurité. Et enfin, le dernier point qui est quand même important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de régulation aujourd'hui en dehors du GDPR au jour d'aujourd'hui, mais cependant, il y en a déjà d'applicables dans certains pays. Il y a la RED qui est en train de définir des exigences pour la cybersécurité d'ici la fin de l'année. Et donc, par rapport à ça, c'est dès maintenant en fait, qu'il faut prendre en compte ces exigences qui vont devenir applicables en implémentant au moins le minimum que je vous ai indiqué au début de la présentation, les exigences minimales de cybersécurité. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui est demandé par la classe 1, mais vous devez au moins, au minimum, gérer les vulnérabilités, les updates, gérer les données personnelles et également être capable de mettre à jour vos devices. Donc oui, notre classe 1 en fait est particulièrement dédiée pour vérifier que vous serez prêt pour la régulation. Donc c'est notre niveau, ce niveau-là. Et après, en fait, là, c'est juste un petit tableau qui, en fait, résume un petit peu les questions que vous pouvez vous poser. C'est-à-dire, vous avez un environnement, vous avez un objet que vous êtes en train de développer, et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il faut que j'applique en termes d'exigences, quel schéma de certification il faut que je demande par rapport à l'environnement de mon produit. Donc, vous devez vous poser les questions, quel est le marché, quel est l'environnement de mon produit, et au minimum avoir un niveau du risque que ça implique. Et là, on vous a donné des exemples. Donc Smart Light, c'est un petit peu le niveau le plus bas qu'on voit, mais après, plus on monte, par exemple, les Smart Caméras, c'est déjà des choses qui peuvent avoir des impacts plus importants. Après, les Door Lockers, les Navigation System, Doorbell, voilà, bon, c'est classé un petit peu comme on le voit nous, mais en fait, en fonction de l'utilisation de votre produit, des données qui sont gérées par votre produit, de l'impact en fait, que peut avoir le fait qu'on vous vole des données ou que votre device devienne inopérant ou la solution ne fonctionne pas comme prévu, ça vous permet en fait de définir le niveau de cybersécurité à appliquer sur votre produit.
Voilà, donc ça c'est un résumé en fait de l'intérêt de prendre en compte les exigences et d'avoir une certification. C'est encore une fois le consommateur, le rassurer et vous donner un avantage au niveau de votre marque avec un label de cybersécurité. Ça vous permet de préparer la régulation qui arrive vraiment très bientôt maintenant. Ça vous permet de confirmer que vous êtes au niveau de l'état de l'art, ce qui est demandé en fait aujourd'hui implicitement. Donc l'état de l'art, bah, ça dépend effectivement du niveau de sécurité que vous voulez implémenter. Et l'intérêt de faire des certifications Bureau Veritas, comme j'ai dit au début, on est 80 000 et donc avec des bureaux dans le monde entier. Et la certification, que ce soit une certification privée Bureau Veritas ou une certification IEC 2E, c'est des choses qui sont reconnues dans le monde entier. Même une certification par rapport à l'ETSI, c'est pas simplement en France que vous serez reconnu, mais c'est aussi mondialement. Donc voilà un petit peu les arguments pour commencer vraiment à choisir un référentiel et implémenter la cybersécurité et un peu plus tard la faire vérifier et certifier. Bon, je n'ai pas du tout le temps, je ne sais pas si c'était court ou long. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Compte tenu de ces réglementations, est-ce qu'on risque de trouver sur le marché français des matériels qui auraient des réglementations défaillantes? Et si oui, que peut-on faire? Parce que normalement, ils n'ont pas leur place ici. Aujourd'hui, donc tout ça, c'est pas obligatoire, mais en revanche, il y a quand même par exemple, sur les jouets connectés, il y a l'ANSSI quand même qui vérifie un certain nombre de choses et qui a vu que, par exemple, les données personnelles étaient accessibles et n'étaient pas protégées sur ce type de produits. Et donc, elle a fait interdire ces produits. Donc, il y a déjà un petit peu des garde-fous, mais par rapport, la seule chose qui est vraiment applicable aujourd'hui, c'est le GDPR. Après, ce qui se passe, c'est la réputation, c'est-à-dire si votre objet permet, à cause d'une de ses faiblesses, d'attaquer un système, comme ça a pu arriver également. Bon, là aussi, c'est assez dramatique pour le constructeur, puisque plus personne n'achètera ces produits. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a pas la régulation, il y a quand même déjà des choses qui font que si vous n'implémentez pas la cybersécurité et qu'il y a des attaques qui se produisent, vous serez puni soit par les autorités, soit par le marché. Du coup, donc dans la présentation, vous avez indiqué que dans le marché consumer, effectivement, des réglementations vont être mises en œuvre de manière légale. Est-ce que du coup, dans les autres marchés, ça va venir aussi ou est-ce que c'est en cours ou en projet? Oui, en fait, le consumer, c'est même le dernier sur lequel il y a des régulations. En fait, le Cyber Security Act, il y a Basic, Substantiel et High. Donc sur le high, il y a déjà des obligations. Donc typiquement, l'ANSSI vérifie directement un certain nombre de produits comme des gateways qui doivent être utilisés par ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Et après, il y a aussi une autre norme qui s'appelle l'IEC 62443 qui est plus applicable dans l'industrie, dans le monde des entreprises. Alors ce n'est pas de la régulation, mais en fait, c'est demandé par le marché. C'est-à-dire que ceux qui fournissent les systèmes industriels de production, en fait, ils commencent à demander cette certification-là. Ça fait à peu près 1 à 2 ans, justement pour se prémunir des attaques. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stuxnet en Iran, mais c'est ça qui a déclenché un peu, donc justement, ces premières certifications IEC 62443 sur ce type de marché. Donc, le consumer, finalement, c'est le bas de l'échelle et il y aura donc, ça veut dire qu'il y aura un minimum vraiment pour tout. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ok.
Vous avez parlé donc de l'IoT objet capteur. Qu'en est-il des infrastructures qu'il y a derrière, notamment sur les protections des données au niveau des infrastructures et le hacking qu'on peut voir sur certaines gateways qui sont synchronisées par exemple sur le GPS pour les effets pour la synchronisation horaire par exemple. Est-ce qu'il y a des régulations là aussi qui est en cours et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bah là, c'est pareil, c'est pas vraiment la régulation, c'est plutôt le marché lui-même. Et les gateways, en général, elles suivent les critères communs, c'est-à-dire le niveau le plus haut, ou bien elles se font certifier à un niveau un petit peu en dessous, mais quand même assez élevé. Et ça, c'est demandé par ceux qui fournissent les systèmes IoT. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais en revanche, dans les appels d'offres, il y a systématiquement ce genre de certifications qui sont demandées. Donc ça, c'est pour les gateways. Et pour les systèmes, c'est la même chose. En fait, il y a des certifications qui existent. Enfin, la 27000, il y a un certain nombre de certifications IT qui sont demandées et qui permettent de se prémunir pour cette partie-là, quoi. Donc le manque le plus important, c'était vraiment sur les objets, ce qui était l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Et sur le reste, il y a déjà des choses. Et après, sur la solution complète, en général, ce qu'on applique, c'est la 62443. J'ai fini, moi. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ah oui, je suis vraiment en avance. S'il n'y a plus de questions, si. Si j'intègre dans mon système un objet connecté, une gateway par exemple du commerce, qui a sa propre certification, est-ce que je peux bénéficier de cette certification ou est-ce que je suis obligé de repasser les tests de certification du système complet? Alors, ça, justement, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte dans la 62443. Vous allez définir un système avec tous les composants. Donc, ça va inclure votre gateway qui est certifié, éventuellement d'autres parties qui sont plus faibles, qui peuvent être non certifiées. Et à partir de ça, vous allez refaire une étude globale du système qui va vous permettre en fait, d'évaluer le système dans sa globalité. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met des éléments forts aux interfaces. Typiquement, tout ce qui va être vers l'extérieur, vers les connexions Internet, il faut que ce soit des équipements très sécurisés, comme les gateways. Et derrière, vous aurez des firewalls, peut-être, et éventuellement des équipements moins sécurisés, non certifiés. Mais ce n'est pas un problème pour le système. L'important, c'est de définir globalement... donc, il y a une méthodologie pour ça qui est décrite dans l'IEC 62443 et qui réutilise donc les certifications des produits déjà certifiés. Ok. Bon, merci beaucoup. Et puis, je crois que ça conclut la journée pour le workshop. Merci.